Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me rejoindre pour ce Enablement Tour concernant les mises à jour de la version 18 depuis la version 17.5. Nous allons donc rester en webinaire durant une petite heure. Le principe est de collecter vos différentes questions à la fin sur la séance de questions. Donc, dans l'écran particulier nommé questions Q&A, eh bien, je vous invite à poser l'ensemble de vos questions. Nous allons les collecter et puis vous répondre et mettre à disposition après ça sur le portail partenaire. Donc, hop. Alors, en prérequis, nous allons vous demander d'avoir la certification XG Firewall en version 17.5 afin de connaître les modifications et de pouvoir appréhender les différentes modifications qu'apporte la version 18 et que vous puissiez justement appréhender ça facilement et après suivre le cours et passer les certifications adéquates, à savoir ingénieur et architecte par la suite. Il existe une base de connaissances, un article de la base de connaissances que vous connaissez certainement, c'est le 118 500, que vous allez trouver donc à l'URL sophos.com/kb/118 500, et celui-ci référence la totalité donc du vocabulaire. C'est un glossaire technique qui explique tous les termes techniques que nous allons utiliser et qui normalement sont utilisés dans la littérature et dans les articles de Sophos. Donc, ce séminaire est découpé en deux parties fonctionnelles et la première partie, eh bien, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui. Elle concerne plus le fonctionnement intrinsèque, tandis que jeudi, vous allez pouvoir assister à la partie numéro 2 de ce webinaire et celle-ci sera animée par mon collègue Alexandre Arnaud et elle traitera de la partie réseau, de la partie protection, de la partie log et nouveau système d'alerte, d'autres améliorations qui existent dans l'équipement, des phases de mise à jour, des mises à jour à effectuer et des différentes possibilités de mise à jour avec le matériel supporté sur le long terme, et puis toutes les mises à jour apportées par la version 18 dans l'écosystème d'administration. En attendant, nous allons voir durant cette petite heure la partie 1 qui va s'architecturer en 6 points, à savoir l'architecture Xtreme, les règles de firewall, les règles d'inspection de flux chiffrés, les nouveautés relatives aux règles de translation, des politiques de routage SD-WAN, ainsi que des VPN basés sur de routage et qui apportent le dynamisme selon la modification de l'infrastructure, donc de communication. Et c'est parti. Parlons donc de l'architecture Xtreme. L'architecture Xtreme s'appuie sur 3 piliers, à savoir un moteur d'inspection SSL haute performance qui fonctionne en mode flux et qui permet une granularité d'administration pour être capable d'assurer de la performance ainsi que de la confidentialité, et c'est la raison principale pour laquelle on met en œuvre des infrastructures de chiffrement. Donc, ce moteur d'inspection profonde, ce moteur d'inspection de chiffrement, eh bien, s'appuie et est capable d'analyser en temps réel en mode flux, sans coupure de flux, donc la totalité des ports et des protocoles et des applications, et il supporte aussi les suite d'algorithmie et les nouveaux protocoles de transport, donc le Transport Layer Security 1.3 en l'occurrence. Il est intégré au sein du moteur d'inspection profonde des paquets, le DPI Engine, et qui lui va permettre d'analyser les flux à des fins de sécuritaire, et puis de passer selon différentes briques de sécurité, à savoir un moteur antivirus, un moteur d'IPS, de l'analyse de menaces web, un contrôle applicatif, et bien sûr, on l'a vu aussi, de l'inspection de flux chiffrés. Et donc, la possibilité d'analyser, de déchiffrer les flux chiffrés, eh bien, va permettre de voir tout ce qui circule à l'intérieur des différentes trames pour pouvoir assurer la sécurité. Le troisième
et dernier pilier de l'architecture Xstream est ce qu'on appelle le FastPass. C'est la possibilité de déléguer au niveau du matériel les capacités de routage et de commutation directement au niveau du matériel grâce à certains mécanismes, par exemple la signature de certains flux reconnus. Et donc, quand on signe ces flux, on les reconnaît, le Sophos Labs va les marquer comme sûrs et certains et on sera capable aussi de les déchiffrer, de les commuter directement au niveau du FastPass. Alors, qu'est-ce que c'est que le FastPass? Le FastPass, en fait, c'est la nouvelle méthode qui est implémentée par les fabricants de chipsets qui va permettre d'augmenter, et pour ce faire, il va gérer une base de données, donc de flux, qui vont rester au niveau de l'interface en elle-même. Et le but, en fait, c'est de gagner en puissance de commutation, et j'utilise bien le terme commutation, puisque là, on n'aura pas besoin de consulter une table de routage. Donc, si je fais l'analogie, et je vais montrer donc le fonctionnement de trois modules, à savoir la pile SlowPass, qui est la pile de firewall, le moteur d'inspection profonde de paquets avec tous les modules sécuritaires et le flux réseau au niveau FastPass. Et donc, on a un paquet qui arrive dans l'équipement. Il arrive donc par une interface. La première des choses que l'on va faire, et c'est la chose la plus importante, c'est de s'assurer qu'il est autorisé à pénétrer dans l'infrastructure ou autorisé à être routé. Et dans ces conditions, on va appliquer des règles de firewall, analyser le flux, l'adresse IP source, le port source, le port de destination, le protocole, etc., etc. Ce que vous voyez déjà, même dans la version 17.5, la sélection des flux dans la rubrique Firewall. Et donc, dans cette Firewall, ceci est ce qu'on appelle le slow pass. Une fois qu'il a été autorisé, il va être délégué au niveau du fast pass, mais certains flux vont devoir être analysés par le moteur d'inspection profonde de paquets pour être déchiffrés, par exemple, et analysés au niveau de l'IPS, du contrôle web, du contrôle applicatif, du contrôle antivirus. Et une fois ceci fait, eh bien, on va être capable de les déléguer au niveau du FastPass pour en accélérer le traitement. En revanche, on a quand même certains flux, type les flux de chiffrement, qui vont être qui s'avère être nécessaire de le déchiffrer sur la totalité des flux, pas seulement sur le paquet. Pourquoi? Parce que si jamais on ne déchiffrait que quelques paquets, on aurait une modification des flux et les entités terminales, à savoir l'émetteur et le terminal qui reçoit le paquet, eh bien, se rendraient compte de la modification et ils considéreraient une attaque de man in the middle dans le flux et mettraient fin à la connexion. Donc, on empêcherait le bon fonctionnement de la communication. Donc, la totalité des flux devra être déchiffrée et rechiffrée de la même manière pour éviter des modifications de flux. En revanche, on va pouvoir avoir certains flux qui vont être délégués en totalité au FastPass une fois qu'ils auront passé la pile de firewall, bien sûr. Typiquement, vous avez un SIP provider et donc vous avez des communications SIP, elles ne transportent rien d'autre que de la voix. Eh bien, vous avez analysé, autorisé par la pile de firewall, on va être capable de les déléguer directement au niveau du FastPass. De plus, en dernière point, eh bien, on a les Sophos Labs qui vont avoir la possibilité de noter des flux parce qu'ils les reconnaissent comme sûrs. Et dans ces conditions-là, ces flux vont être autorisés à être délégués au niveau du FastPass en étant flagués d'une certaine façon. Et donc, ça va permettre d'accélérer les traitements d'applications de type cloud. Si on rentre un peu plus dans le détail au niveau technique, eh bien, on a donc un paquet qui arrive, qui passe la partie FastPass, qui va être, qui va qui va arriver dans la pile de firewall au niveau slow pass et tous les mécanismes de tag. Donc, on va dans un premier temps s'assurer
que ce n'est pas des paquets en déni de service, désencapsuler les paquets qui proviennent de flux VPN par exemple. Derrière, on va avoir le firewall qui rend les règles de firewall qui inspectent le paquet et qui les laisse passer. Il va donc passer par la suite par le moteur donc d'inspection profonde de paquets et par la couche d'acquisition de données qui, elle, va déchiffrer le flux si c'est un flux chiffré, appliquer euh, euh, les différents tags de sécurité, donc les différents modules de sécurité, repasser par le slow pass pour être réencapsulé au niveau du VPN, être marqué au niveau de la qualité de service pour faire de la réservation de bande passante ou de la limitation de bande passante ou des vœux de classe de service et, en dernier recours, être commuté justement sur l'interface de destination. Va donc avoir le flux qui est classifié lorsqu'il va avoir passé la brique de firewall et on va pouvoir délester ça directement une fois qu'on aura le flux marqué et classifié. Donc, on va pouvoir le délester sur la partie FastPass pour en accélérer le traitement. Et donc, toute la partie de anti-déni de service, désencapsulation, règle de firewall sera appliquée puisqu'elle a été marquée au niveau du FastPass. On va quand même faire l'analyse complète pour continuer d'analyser et on va se rendre compte que le flux n'a pas besoin, par exemple, de faire d'analyse de sécurité. Et dans ces conditions-là, on va avoir simplement le flux chiffré qui va repasser par le moteur de DPI et tout le reste va rester au niveau FastPass. Et comme je l'ai dit, si on n'a pas de flux chiffré, eh bien, on sera capable d'avoir le traitement direct et complet au niveau du FastPass. Quand on compare la version 17 et la version 18, on a des améliorations extrêmement importantes puisque la version 17, donc tout le train de 17, 17.5, etc., n'implémentait que du virtual fastpass, c'est-à-dire en mode logiciel, sur les interfaces Ethernet et sur les interfaces VLAN. En revanche, la version 18 inclut toujours ces fonctionnalités et elle assure la compatibilité ascendante. En revanche, elle amène des améliorations notables puisque là, elles vont mettre en œuvre le support du FastPass en mode matériel grâce à l'intégration des modules au sein du noyau de sécurité. Et donc, on dialogue davantage à un niveau plus bas et au niveau matériel. Et ce, pour l'ensemble des interfaces du trafic en IPv4. Donc en IPv4, on assure, comme le faisait la 17.x pour Ethernet, VLAN, mais aussi pour les agrégations de ports et pour les interfaces en mode bridge. Et on le fait aussi pour le trafic en IPv6. On supporte le FastPass pour les paquets qui sont directement envoyés au niveau du DPI, du moteur d'inspection profonde du paquet. On ne coupe pas le flux dans certaines caractéristiques qu'on va voir plus en détail juste après, puisque c'est un flux continu. Donc, on ne coupe pas le flux, par exemple, en mode proxy, sauf cas particulier. Et on supporte aussi le FastPass pour le trafic donc de haute disponibilité lorsque les machines se synchronisent entre elles. Donc, afin de bénéficier de ces accélérations matérielles et de la prise en considération du FastPass, il va falloir réfléchir à la façon d'implémenter les règles de firewall pour bien sûr les prendre en considération lorsqu'on fait des règles de firewall. Et vous avez 6 points à prendre en considération. Le premier, c'est du trafic dont une règle de firewall qui sélectionne du trafic sans appliquer de règles d'inspection profonde des paquets, eh bien, on aura la capacité, une fois qu'il sera reconnu, de le déléguer au niveau du FastPass. Le trafic dont les règles de firewall matchent, donc dont les règles d'IPS matchent des autorisations et des analyses faites par les Sophos Labs, on aura la possibilité de les déléguer au niveau du FastPass. Le trafic, bien sûr, qui ne nécessite pas de phase de décompression et de déchiffrement et rechiffrement, eh bien, on pourra le déléguer au niveau du FastPass. Le trafic qui
correspond à une règle de firewall qui a été marquée comme laisser passer la session sans interception et sans analyse, bien sûr, pourra être délégué au niveau du fastpass. Le trafic qui correspond à un contrôle applicatif pourra être délégué au niveau du fastpass. Et le trafic qui n'utilise pas l'ancienne implémentation du mode proxy. Pourquoi est-ce que je parle de ceci? Pour la raison suivante. On a des modifications importantes au niveau des règles de firewall. Et la première d'entre elles, c'est que lorsque vous allez définir les fonctionnalités de sécurité mises en œuvre, vous avez un nouvel écran. Et on voit que c'est la possibilité d'utiliser l'ancien proxy tel qu'il était dans la version 17, enfin dans les versions précédentes à la version 18, et dans ces conditions-là, c'est un mode proxy. On a une coupure de flux, c'est-à-dire le client initie une connexion avec le proxy et le proxy, le serveur mandataire, eh bien, établit une connexion depuis lui-même jusqu'au serveur de destination puisqu'il a mandat par le client. Et dans ces conditions-là, on était capable de déchiffrer les informations directement. Et on peut continuer à utiliser ces fonctionnalités. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué, on ne pourra pas utiliser le fastpass. Et donc, comment est-ce que ça marche? Si on fait l'exemple de ce schéma, on a donc l'accès aux ports donc 80 et 443 et on a coché le fait d'utiliser le proxy web. Donc, on continue d'utiliser le module de proxy web puisque on a la règle de firewall qui match. On va faire le déchiffrement des flux chiffrés au niveau du proxy web, le filtrage web, le scan de contenu. On fera le contrôle applicatif au niveau du moteur d'inspection du profond du paquet, au niveau de l'IPS et on émettra sur l'interface. Mais comme vous l'avez vu, on n'aura pas la possibilité, puisque là, la couche donc d'acquisition de données n'est pas prise en considération, donc on ne pourra pas justement déléguer cette commutation de flux au niveau du fastpass. Pour ce faire, il suffirait de décocher l'utilisation du proxy et d'utiliser le mode donc d'inspection profonde des paquets comme c'est marqué ici pour déchiffrer le flux. Et il suffira simplement de scanner, de cocher le scan HTTP, donc le scan HTTP et déchiffrer les flux HTTPS. Et dans ces conditions-là, on utilisera le moteur de DPI. Ce qui va changer, c'est beaucoup de choses, puisqu'on va avoir notre module de firewall SlowPass qui autorise les flux. Et après, on arrive directement dans le moteur de DPI avec la couche d'acquisition de données. Une fois qu'on a marqué les flux et qu'on les a autorisés, qu'ils ont été flagués, on sera capable de les déléguer au niveau du fastpass. Alors, le choix de l'utilisation ou non du mode proxy, eh bien, peut dépendre de l'infrastructure. On doit continuer à utiliser le mode proxy ancien, legacy, lorsque l'on a besoin de faire du safe search, si on a besoin de faire des restrictions YouTube, de définir le proxy en mode explicite ou d'utiliser un proxy parent pour accéder à Internet. En revanche, on peut utiliser le mode DPI dans les cas suivants, pour le support du fastpass, bien sûr, pour l'analyse de la totalité des flux sur l'ensemble des protocoles, des applications et des ports, pour déchiffrer du TLS 1.3 en mode natif sans avoir à négocier le chiffrement à un niveau inférieur. En revanche, pour le Safe Search, on peut avoir d'autres méthodologies de mise en œuvre, par exemple en s'appuyant sur des DNS qui offrent cette fonctionnalité. Remarquez, puisqu'on en est dans les règles de firewall, que d'autres options sont apparues, telles que la possibilité de scanner le contenu des emails sortants, par exemple. On va donc regarder les modifications apportées à la règle de firewall. Remarquez dans un premier temps que l'interface de connexion a évolué et elle intègre le jeu de mots Xtreme, puisque en anglais, eh bien, Xtreme, Extreme, donc c'est un jeu de mots pour extrême avec gestion des flux.
la gestion des flux de manière extrême. En français, ça rend moins bien. Donc, je me connecte à un firewall et on va se connecter et on arrive directement sur le centre de contrôle que vous connaissez bien et on va voir et on en discutera après qu'on a un nouveau widget qui est apparu. Notez que le menu Firewall a changé de nom. Il s'appelle maintenant Règles et Firewall. Règles et stratégie. Et on a différents onglets qui sont apparus. Les règles de Firewall, bien sûr, les règles de translation d'adresse et des règles d'inspection SSL et TLS. On va donc s'intéresser aux règles de Firewall. On a certaines nouveautés. On a la possibilité de filtrer des règles selon leur type. On a donc d'autres types de filtrage. On a la possibilité de se rajouter des filtres d'affichage selon certains critères. Bon, là, c'est un petit peu petit, mais si on sélectionne différents services, des groupes de services, on est capable de se rajouter, par exemple, donc des services. Hop, je me rajoute un filtre. Mhm. Je me rajoute un filtre et dans ces conditions, j'ai la possibilité de filtrer des règles de manière plus efficace. Donc ça peut être des adresses IP, ça peut être du contrôle, est-ce qu'on a banni le protocole Quick, est-ce qu'on a mis en œuvre des caractéristiques telles que déchiffrer le flux en mode proxy, par exemple. Et là, on voit que j'ai mis en œuvre une règle et qu'effectivement, elle utilise le proxy. Et on le voit ici aussi. On voit dans les caractéristiques. On a aussi toujours la possibilité de faire certaines options telles que désactiver un ensemble de règles, détacher les règles d'un répertoire, par exemple. Donc, si je sélectionne, on voit aussi que on a au niveau des flux, au niveau du répertoire, le cumul des paquets qui ont circulé, donc des flux qui ont circulé et qui ont matché les différentes règles. J'ai la possibilité de réinitialiser le compteur du trafic pour les différentes règles. Bien sûr, j'ai la capacité de désactiver une règle nativement. Lorsque l'on crée une nouvelle règle, qui a un nom très explicite, je peux décider de la désactiver nativement et puis tester, la positionner et à ce moment-là, l'activer. On a des nouvelles règles qui sont apparues. Donc, je vais rajouter une règle et on voit qu'on a donc accepté, annulé, refusé, accept, drop, reset et protégé avec la protection des serveurs. On n'a plus de règles donc de business rules. On a maintenant des règles spécifiques pour la protection des serveurs qui sont une nouvelle appellation concernant ces business rules. Et on a l'exemple dans ces conditions-là. On a toujours le même icône et on a l'implémentation de certaines autres fonctionnalités puisque ce sont des règles bien spécifiques. Voilà. On a aussi, quand donc, hop, Traffic to One, par exemple, on a donc l'utilisation de nouvelles fonctionnalités. En revanche, on a la possibilité de définir des exclusions pour bien spécifiques, c'est-à-dire qu'on a une règle globale et on exclut certaines fonctionnalités. Et remarquez que dans les règles comme celle-ci, si les fonctionnalités ne sont pas utilisées, eh bien, elles sont repliées par défaut. En revanche, lorsque l'on active une fonctionnalité,
par exemple ici les fonctionnalités de sécurité, eh bien celles-ci sont dépliées par défaut. On a aussi, bien sûr, comme je vous l'expliquais, la possibilité de contrôler les emails sortants dans les différentes rubriques. On a une autre chose qui est apparue, c'est la possibilité d'associer des règles de translation d'adresse. Et on voit ici, par exemple, que j'ai défini une règle qui est liée. Si la règle est liée, à ce moment-là, on a la référence de la règle de translation d'adresse. Dans mon cas ici, on voit que ma règle qui s'appelle test est liée à une règle de translation d'adresse dont l'ID est la numéro 3. On va donc, avant de parler de translation d'adresse, vous l'avez vu, on a un nouvel écran qui est apparu dans les règles et les stratégies de sécurité. Il s'appelle les règles d'inspection de flux chiffrés, règles d'inspection SSL-TLS. Donc, qu'en est-il des caractéristiques et de l'inspection des flux chiffrés? L'ENISA donc, a sorti un rapport relativement récemment, pour tout vous dire, en ce mois-ci, concernant le 23 avril, concernant l'analyse du trafic chiffré. Vous pouvez le télécharger et vous allez retrouver beaucoup des chiffres que je vais évoquer jusqu'à présent. Il aura fallu un petit moment pour le publier. Et à ce moment-là, vous avez des analyses relatives, donc une cinquantaine de pages, relatives aux best practices et à l'utilisation des flux chiffrés. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, c'est la mise en œuvre au sein du XG. Donc, on va s'intéresser au sujet. Quelle est la tendance? Eh bien, on voit, et c'est confirmé, je vous disais, dans le rapport de l'ENISA, eh bien, que la majorité du trafic aujourd'hui qui circule dans les navigateurs, aujourd'hui, est chiffré. Aujourd'hui, on atteint pas loin des, selon cette chose, entre 70 et 90% du trafic qui est chiffré. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple de mettre en œuvre un serveur web qui utilise des algorithmes de chiffrement. Et on voit qu'au niveau des menaces, les Sophos Labs se sont rendus compte que pas loin d'un quart des menaces et des PUA, des programmes potentiellement indésirables, des applications potentiellement indésirables, elles utilisent des fonctionnalités de chiffrement pour communiquer, pour se mettre à jour, pour contacter des serveurs de command and control. Et on voit que les cybercriminels, eux aussi, utilisent ces fonctionnalités. Et on a une problématique aussi, c'est lié à la performance. On va voir que l'utilisation des algorithmes de chiffrement, eh bien, a augmenté le nombre de clés, le nombre de bits permutés grâce à la permutation de nombres premiers. Et donc, on a de nouveaux protocoles qui apparaissent. Donc, typiquement, le TLS 1.3 qui est apparu qui a été normalisé fin août 2018. On a des algorithmes de plus en plus puissants et chiffrés avec une clé RSA à 4096 bits, c'est de plus en plus facile pour les terminaux. En revanche, pour les équipements intermédiaires, ça peut s'avérer compliqué lorsqu'ils ont une majorité de flux à intercepter et déchiffrer dans des temps records, puisqu'il ne faut pas, bien sûr, couper le flux et puis éviter qu'on tombe en timeout de connexion, par exemple. Donc, on a des problématiques de performance et on va voir que nous, quand on avait mandaté le cabinet Von Sonneborn pour interroger les utilisateurs et les administrateurs, donc des entreprises de 1 à 5000 personnes partout à travers le monde, eh bien, on se rendait compte que 96% des gens répondaient qu'ils ne mettaient pas en œuvre de mécanismes de déchiffrement des flux chiffrés. Donc, au niveau de la visibilité, on approche au niveau aujourd'hui donc de 100% des flux qui sont chiffrés. C'est de plus en plus commun. On voit que les malwares sont téléchargés aujourd'hui à parmi un tiers d'entre eux en utilisant des mécanismes de chiffrement, qu'elles utilisent un quart de ces menaces utilisent des flux chiffrés pour
se mettre à jour. Et c'est aussi vrai, on a un tiers des applications potentiellement indésirables qui elles-mêmes utilisent des mécanismes de chiffrement. Ces chiffres, vous les connaissez, mais celui qui est le plus intéressant, c'est celui-ci. Je vous le disais en préambule, eh bien, quand on interroge les gens, beaucoup d'entre eux n'implémentent pas d'inspection de chiffrement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, majoritairement, on a 3 points. Alors, le premier, c'est qu'elles affirment rencontrer des problèmes de performance. Et effectivement, ça a un impact majeur au niveau des équipements intermédiaires de déchiffrer la totalité des flux et puis, surtout lorsqu'elles doivent établir énormément de connexions. Il y a aussi, peut-être, je ne juge pas, le manque de possibilités de déployer aisément les certificats et de gérer la certification, toute la chaîne de certification. Un tiers des gens interrogés se plaignent de l'impact sur la navigation web. Les sites web se retrouvent altérés. Par exemple, aujourd'hui, dans un serveur web, on utilise de plus en plus de librairies JavaScript qui sont hébergées sur des CDN. Et si un nouveau CDN est mis en place et qu'on n'a pas connaissance, eh bien, on pourrait ne pas autoriser le téléchargement de cette librairie JavaScript et de ce fait avoir une mauvaise expérience utilisateur puisque le site auquel accède l'utilisateur, il n'est pas affiché correctement. Et alors là, le plus hallucinant aujourd'hui, c'est que 20% des personnes interrogées estiment que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Eh bien, parce que les gens estiment que lorsqu'on utilise des flux chiffrés, on doit assurer la confidentialité des données transportées. C'est antinomique avec ce que je vous disais, puisque, et vous d'ailleurs vous pourrez le lire dans le rapport de l'ENISA, on a de plus en plus donc de cybermalveillants qui utilisent ces technologies aussi en ayant connaissance de ces chiffres. On a les problématiques de performance, c'est important, les problématiques de confidentialité, de support d'algorithmes de chiffrement, d'exception. Et oui, en fait, la loi et la déontologie en tant qu'administrateur réseau vous empêche de déchiffrer des flux qui sont catégorisés en tant que flux bancaires et flux de santé. On a les standards donc, de chiffrement qui évoluent, des règles de conformité typiquement de l'ANSSI ou bien certaines règles de type bancaire qui imposent les règles au niveau des déchiffrements. On a les problématiques d'expérience utilisateur, des ports, de nouvelles applications. Bref, on a un besoin des outils de gestion de politique de sécurité ergonomique, clairs et explicites. Et tout ça, c'est extrêmement dur à mettre en œuvre. On a donc mis, nous, en œuvre ce nouveau moteur qui va permettre de répondre à ces différents enjeux. Donc, dans la version 18, vous allez trouver un nouveau moteur d'inspection des flux SSL qui fonctionne sur la totalité des ports, sur la totalité des applications et qui prend en considération les nouveaux algorithmes de chiffrement. Et on a découplé, donc on a décorrélé de la règle de firewall les règles de déchiffrement. Bien sûr, lorsque les paquets sont déchiffrés, ils vont être envoyés aux différents modules de sécurité, l'IPS, le contrôle applicatif, le contrôle antivirus et le contrôle web pour être analysé plus en profondeur. Et tout ça se fait dynamiquement. Et afin d'augmenter l'ergonomie, vous allez avoir des profils de déchiffrement. Sophos vous fournit en standard 3 profils qui existent et bien sûr, vous pouvez vous en créer. Je vais vous le montrer juste après. On a celui qui s'appelle Maximum Compatibility qui, lui, est prévu en fait pour laisser passer. Vous voyez qu'il met en œuvre au minimum le TLS 1.0 et il ne rejette aucun certificat considéré comme invalide, aucun algorithme. Celui-ci, il est utilisé par exemple pour déchiffrer les flux, mais pour laisser tout passer. En revanche, le deuxième, c'est bloquer les algorithmes que l'on considère comme non sécurisés. On met en œuvre tout ce qui est supérieur au TLS 1.1. Le reste, eh bien, on le rejette et on notifie l'utilisateur.
On bloque une catégorie de certificats considérés comme invalides, c'est ceux dont la date a expiré. Et on bloque par défaut 5 algorithmes de chiffrement. Et la conformité stricte, pour finir, eh bien, on n'autorise que les flux chiffrés en TLS 1.2, en l'occurrence minimum, ce qui nous laisse le choix entre le TLS 1.2 et le TLS 1.3. On bloque 6 certificats considérés comme invalides, type les dates invalides, les certificats autosignés, les autorités de certification qu'on ne reconnaît pas nous-mêmes, etc., etc. Et on interdit 5 algorithmes et dans ces conditions-là, on rejette. En cliquant sur l'icône qui représente un petit stylo, eh bien, vous allez voir les caractéristiques de ces profils de déchiffrement. En revanche, vous ne pourrez pas les modifier, mais vous serez capable de vous en faire vous-même, puisque, tac, 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 si on regarde, on va donc s'intéresser aux règles d'inspection de flux chiffrés. Vous voyez donc que j'en ai défini certains. On a par défaut une règle qui existe et qui me dit comme action de ne pas déchiffrer. Et c'est les exclusions par site web. Elle inclut deux catégories de sites web par défaut, à savoir les exclusions locales et celles gérées par Sophos. Et ces exclusions locales, donc c'est typiquement, vous allez aller dans les groupes d'URL, on va donc avoir par défaut les exclusions locales. C'est là où vous allez mettre des URL que vous ne voulez pas déchiffrer. À titre d'exemple, ici, moi j'ai mis le site www.lemonde.fr et ça, j'ai la possibilité de les éditer et de me rajouter différentes URL. Et ainsi, lorsque je vais accéder à ceci, eh bien, je vais dire de ne pas déchiffrer les flux qui correspondent à ces URL. Et en revanche, Sophos a notifié, s'est fait notifier et on a énormément de sites web pour différentes raisons qui ne sont pas déchiffrables. Et dans ces conditions-là, on les met à jour au fur et à mesure. Et vous les utilisez directement dans cette politique d'inspection de flux chiffrés. Donc, hop, maximum compatibility, c'est le profil qui va être utilisé. On va en discuter après des profils. On a par défaut, donc ici aussi, la possibilité de modifier tout le paramétrage relatif au moteur de déchiffrement. Comment est-ce qu'on gère les flux qui ne sont pas déchiffrables, qui ne correspondent pas à un vrai algorithme standard, etc., etc. Et après, on a possibilité de se définir des profils. Donc, des profils de déchiffrement. Ces profils de déchiffrement, comme je vous le disais, on a les trois qui ne sont pas modifiables. On peut en afficher les caractéristiques, bien sûr, mais on ne pourra pas les modifier. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai fait un profil qui m'est propre. Il définit différentes caractéristiques telles que l'outrepassement donc du paramétrage du moteur de déchiffrement par défaut. On définit des caractéristiques au niveau donc du niveau de protocolaire de TLS 1.2, 1.3, les différents algorithmes de chiffrement, les algorithmes donc de résumé, de hachage, et qu'est-ce que l'on fait directement en fonction lorsque ce profil a été à matcher en l'occurrence, lorsqu'on en a eu une correspondance. Donc, cet écran permet justement une mise en œuvre ergonomique. Là, moi, par exemple, donc pour mon profil que j'ai, ma règle d'inspection, j'ai défini tout ce qui provient des règles LAN et VPN à destination de n'importe quel réseau. Pour les zones de destination WAN et DMZ, pour l'ensemble des catégories web,
eh bien, je déchiffre la totalité puisque je mets en œuvre le profil de déchiffrement que j'ai appelé déchiffre tout. Remarquez, on a aussi la capacité d'éditer les caractéristiques à partir de là, comme on le faisait précédemment dans les versions antérieures. Donc, on a un profil aussi qui permet des exclusions. Hop, là j'ai défini différentes caractéristiques et je peux me définir par exemple des exclusions spécifiques, par exemple pour des services financiers si nécessaire. Donc tout ce qui est classifié à ce moment-là comme service financier, donc les flux bancaires, les flux de santé, je vais indiquer que je veux continuer à faire ça en compatibilité maximum et ne pas déchiffrer cette nature de flux. Alors maintenant, si vous le voulez bien, parlons de règles de translation. Les règles de translation, aujourd'hui, elles ont été, encore une fois, décorrélées, vous l'avez vu, puisque je vous ai montré le nouvel écran qui a changé de nom, et donc, elle a été décorrélée des règles de firewall. Et aujourd'hui, on a un écran spécifique qui permet de gérer les règles de translation. Ces règles de translation, eh bien, on a quand même capacité, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, de la capacité de les lier à une règle de firewall. Bien entendu, avant d'avoir une translation d'adresse, il faudra que la règle, enfin le flux, soit autorisé. Donc, on doit en priorité matcher une règle de firewall, avoir une correspondance d'une règle de firewall qui autorise le flux avant de le translater. Et comme on a décorrélé les deux, on pourrait très bien autoriser une amplitude de flux plus large, un réseau plus large, et appliquer une translation seulement sur quelques machines. Et donc, on a deux nouveautés qui sont en orange ici, les politiques de loopback et au niveau de la répartition de charges, la possibilité de faire du one-to-one. En revanche, on supporte toujours les différents autres types de translation d'adresses, par exemple du SNAT, du source NAT, avec ce qui est le plus communément utilisé, ce qu'on appelle du masquerading. Le masquerading, eh bien, c'est ce que vous utilisez lorsque vous accédez à Internet. Vous avez sur votre réseau local, sur votre DMZ, des adresses privées et lorsque vous sortez sur Internet, vous masquez, vous faites de la translation d'adresse source avec l'adresse IP publique qui vous est affectée dynamiquement par votre opérateur sur l'interface. Et donc, vous masquez cette adresse. Et donc, le SNAT, c'est la capacité de masquer l'adresse source ou donc l'adresse IP source et ou le port, donc du PAT. Donc, le DNAT, c'est la Destination NAT. Donc, c'est la possibilité de changer l'adresse IP de destination. Et donc, on est capable ainsi de faire plusieurs adresses source à destination d'une adresse de destination, une adresse pour une adresse en répartition de charge, c'est-à-dire on a une adresse qui arrive et on répartit sur plusieurs adresses IP de destination. Et le principe est de changer l'adresse IP de destination et ou le port. Des politiques réflexives. Les politiques réflexives, c'est la possibilité de traverser une règle de DNAT automatiquement en appliquant une règle de SNAT. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Typiquement, on va avoir eh bien, on va dire, un service. On a fait une règle de translation d'adresse de destination. Lorsque le serveur initie une connexion, bien sûr pour les connexions peer-to-peer, eh bien, il utilisera une règle de SNAT qui a été créée peut-être dynamiquement que vous avez créée vous-même. On a aussi des règles qui sont liées à une règle de firewall. Dans ces conditions spécifiques, eh bien, l'identifiant, c'est la règle de firewall
Et la sélection des paquets se fait grâce à les règles de firewall. Et au niveau de la translation d'adresse, vous n'aurez pas la possibilité de sélectionner des paquets. Lorsque l'on assure la migration de la version 17.5 vers la version 18, eh bien, vous devez assurer la continuité de service. Pour ce faire, toutes les règles eh bien, vont être assignées, vont être liées à une règle de firewall. Et comme vous aviez précédemment plusieurs règles de sélection de paquets avec des vœux de translation d'adresse, eh bien, dans ces conditions, on va répliquer ceci. Ça donne que vous avez eh bien, une quantité de règles de translation d'adresse qui correspondent quasiment à la même chose. Vous, quand vous allez avoir ce genre de choses et que vous allez migrer, vous allez avoir ce message qui vous permet de détruire la totalité des règles de masquerading à destination du WAN et uniquement celle-ci. Alors, je vous recommande de prendre la première règle, la délier de la règle de firewall, la placer tout en haut et regarder comment est-ce qu'on a des correspondances avant de supprimer toutes les règles de firewall qui existent. Si vous faites une règle plus de translation d'adresse plus générique, vous regardez si elle matche bien, etc. Et vous regardez à ce moment-là si toutes les autres ne matchent plus en ayant fait le reset des règles de firewall, des règles de translation d'adresse, pardon, des compteurs des règles de firewall d'adresse. Et ça, donc vous avez donc d'autres fonctionnalités qui sont apparues. On voit donc les règles de translation d'adresse. Vous avez l'accès à des vidéos qui expliquent comment mettre en œuvre au niveau de la version 18 les règles de translation d'adresse. Et vous avez aussi un menu qui vous permet donc de délier une règle qui est liée à une règle de firewall. En l'occurrence ici, j'ai une règle qui a été migrée, qui est liée à une règle de firewall dont l'identification est 1. Si je clique sur Unlink Rule, je vais supprimer ceci et dans ces conditions, je vais pouvoir la mutualiser pour d'autres fonctionnalités. En revanche, gardez à l'esprit que lorsque l'on a une règle donc de translation d'adresse qui est liée à une règle de firewall, lorsque l'on détruit la règle de firewall, la règle de translation d'adresse est détruite aussi dynamiquement. On a un compteur d'utilisation. On va avoir aussi l'information quand tu as matché pour la dernière fois, enfin, quand on a eu la dernière correspondance, la dernière utilisation de la dite règle. Donc, au niveau de l'exploitation, on a différents filtres d'affichage pour, par exemple, n'afficher ici que les règles qui sont liées à des règles de firewall, ou bien on a la capacité de les cacher. Donc, on a différentes rubriques qui sont en haut en bleu les règles de sélection et puis en orange ce qui est affecté comme translation d'adresse. Remarquez que lorsque l'on sort sur une interface, on a la capacité de définir un SNAT spécifique. Donc ça va permettre par exemple d'autoriser le retour de certains paquets en translatant spécifiquement. Ça a un autre avantage, c'est que on a la capacité aussi de translater des flux qui sont émis par l'appliance elle-même directement depuis l'interface. Prenons ce cas. Ce cas est le plus communément utilisé. Vous avez un port WAN, peut-être un second, et vous avez différents sous-réseaux qui sont interconnectés au firewall XG et vous souhaitez mettre en œuvre une règle de SNAT en masquerading. Donc, vous allez définir ici la totalité des sources, en l'occurrence le LAN, la DMZ et le VLAN 33. Vous allez définir vos différentes et vous allez simplement définir ici vos interfaces de sortie. Ici, les liens WAN, donc qui est sur le port 2. Mais si vous en aviez un autre, eh bien vous définissez le second et vous mettez en œuvre du masquerading. Ainsi, vous avez une règle qui est mutualisable pour l'ensemble des sous-réseaux et c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Vous avez donc votre phase de translation et les critères de sélection. Le critère de sélection ici, eh bien, en l'occurrence, c'est l'interface de sortie.
Prenons un scénario qui est un scénario de translation d'adresse de destination. Ici, j'ai un client Internet, mon firewall, mon serveur qui lui est hébergé sur une adresse IP privée, conforme au RFC 1918 dans ma DMZ. Donc, elle n'est pas normalement accessible sur Internet. Ce plan d'adressage n'est pas routable sur Internet. Donc, je dois mettre en œuvre une règle de translation d'adresse de destination. Pour ce faire, j'ai la capacité d'utiliser un assistant. Il existe et on a mis en œuvre dans la version 18 un assistant qui permet d'implémenter aisément les règles de DNAT, donc de translation d'adresse de destination. Et c'est ce que vous avez ici. Vous allez définir mon serveur que je cherche à atteindre. Son adresse, il a été défini dans les hosts 172.30.30.50. C'est un serveur interne. Donc les gens arrivent sur la patte de mon firewall. C'est la patte, donc l'adresse IP qui est affectée à mon interface WAN. Je définis les services que je veux translater. Si nécessaire, je vais mettre en œuvre des restrictions au niveau des réseaux. Par exemple, je veux ne l'autoriser que depuis une adresse géolocalisée en France. Et à la fin de l'utilisation de l'assistant, vous allez avoir un récapitulatif. Notez que cet assistant vous crée 3 rôles. La règle de DNAT, la règle de SNAT, la règle réflexive, et la règle de politique de loopback. Et il crée dynamiquement ces 3 règles sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Ça facilite considérablement et ça augmente l'ergonomie. Et ça va vous créer des règles, donc dans l'écran en question, donc de gestion des règles de translation d'adresse, une règle de DNAT, une règle de loopback et une règle réflexive. Et on voit toutes les caractéristiques. Donc, ça va créer aussi la règle de firewall qui autorise bien la destination depuis le WAN, la règle de destination, le port 2, le service HTTP, et ça va permettre aussi la mise en œuvre donc des politiques de loopback et des politiques réflexives. Qu'est-ce que c'est donc? La politique réflexive, c'est ce que je vous expliquais précédemment, c'est la possibilité au serveur de établir des flux, donc d'établir dynamiquement la règle de SNAT qui correspond à la règle de DNAT dans l'autre sens. La règle de politique de loopback permet aux utilisateurs internes d'accéder à la ressource, donc en interne dans ma DMZ, en utilisant l'adresse IP publique. Vous voyez qu'elle comporte un nom et que tout est créé de manière automatique explicitement. Voilà, on a de plus en plus de choses comme ceci. On veut chercher à renforcer la sécurité DNS pour différentes raisons. Ça, c'est de plus en plus classique. Si, par exemple, vous voulez empêcher de l'encapsulation de trafic non DNS dans un flux DNS, par exemple, ou bien publier en interne donc un service, vous cherchez à intercepter les requêtes DNS. On a ici des machines qui utilisent un serveur DNS public. Par exemple, celui de Google, celui d'OpenDNS, etc. Celui que vous voulez. Bref, ici, moi, dans mon firewall, je veux intercepter les requêtes DNS qui traversent à destination d'un DNS public, eh bien, les rediriger vers mon DNS interne, qui lui-même est peut-être autorisé à faire des requêtes sur Internet pour faire la résolution publique. Peu importe. Le principe est le suivant. Je vais donc mettre en œuvre et activer une règle qui va sélectionner les paquets, une règle de firewall. Donc, la source, mon LAN, tout ce qui arrive sur ma source, ma zone de sécurité LAN, depuis le sous-réseau qui est affecté à mon sous-réseau, sous-réseau local, à destination de n'importe où pour les services DNS. Je fais une règle de translation d'adresse qui est mutualisée, qui n'est pas liée à cette règle de firewall. Et donc là, je dis que tout ce qui arrive de mon sous-réseau à destination du DNS, eh bien, je vais le renvoyer sur ma DNS et tout ce qui provient de mon réseau local.
à destination de n'importe quelle interface. Dans ces conditions-là, je vais faire ma règle de translation d'adresse de destination vers mon serveur de DNS qui est hébergé, par exemple, sur ma DMZ. Et de ce fait, lorsque j'ai une machine qui s'appelle Debian, qui est hébergée sur mon réseau local, elle fait une requête à destination du serveur public de Google pour connaître la résolution d'un serveur qui s'appelle londondc.sophos.local. Remarquez que du fait que c'est .local, eh bien le serveur DNS de Google ne devrait pas résoudre, et d'autant moins il ne devrait pas résoudre une adresse qui est conforme au RFC 1918, une adresse IP privée. Et là, la machine, en interrogeant Google, eh bien, est capable d'avoir une réponse avec un nom DNS qui n'est pas que l'on ne peut pas résoudre sur Internet et qui ne peut pas renvoyer une adresse IP privée. Donc là, on voit que ma règle a parfaitement intercepté vers et a renvoyé le flux directement au sein de mon serveur. Donc, concernant les règles de translation d'adresse, lorsque l'on a une règle de translation d'adresse, eh bien, elle est liée et identifiée, elle s'identifie grâce à l'identifiant de la règle de firewall. Alors, ça peut être intéressant de faire ceci si on a des contraintes bien spécifiques en termes de contraintes horaires ou de sélection d'utilisateurs, puisque ceci se fait sur les règles de firewall. Lorsque l'on migre de la version 17.5 vers la version 18, l'ordre des règles est préservé au niveau des règles de firewall et des règles de translation d'adresse. Lorsque, comme je vous le disais, lorsque l'on veut mettre en œuvre des translations spécifiques pour les flux émis par la passerelle. Précédemment, on était obligé de le faire en ligne de commande. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes capable, grâce à l'écran spécifique donc de sélection d'interface de sortie en sélectionnant comme objet l'appliance en elle-même, eh bien, de mettre ça en œuvre directement au sein de l'interface graphique. Attention, extrêmement important, lorsque l'on définit une règle de translation d'adresse de destination, elles ont la précédence par rapport à l'accès au périphérique. L'exemple typique, c'est celui-ci. Si vous définissez une règle de translation d'adresse donc sur le port 22 qui prend en charge la totalité des flux, eh bien, n'oubliez pas que vous allez vous couper l'accès au port 22, au port SSH du firewall. Parlons, si vous le voulez bien, maintenant des politiques de routage SD-WAN, puisque, encore une fois, eh bien, on a retiré, décorrélé cette information de la règle de firewall. Précédemment, vous définissiez dans la règle de firewall l'interface vers laquelle vous souhaitiez sortir. Aujourd'hui, ça a été décorrélé et maintenant, c'est géré dans un écran à part qui s'appelle la règle de gestion. Où est-il? Ici. Hop là. On a donc dans la politique de routage des stratégies de routage SD-WAN. Et l'on peut se définir des stratégies de routage bien spécifiques avec une certaine granularité qui va assez loin, et qui peut s'appuyer sur différents critères. Donc, dans les parties application est apparu un objet application qui me permet de définir du routage spécifique pour ce genre de choses. Et donc, je vais me définir différents filtres. En l'occurrence, ici, moi, j'ai défini un filtre qui s'appelle Amazon Achat, qui est un filtre intelligent et qui se base sur un filtre intelligent qui contient le mot-clé Amazon. Tout ce qui contient Amazon est donc défini dans une rubrique d'objets applicatifs nommé Amazon Achat. En revanche, concernant téléphonie sur IP, là, j'ai sélectionné une catégorie bien spécifique qui est VoIP et conferencing. Donc, c'est des catégories et de la reconnaissance applicative par rapport aux signatures embarquées dans l'appliance. En revanche, on a la chance d'avoir la sécurité synchronisée qui nous permet de reconnaître des applications dynamiquement. Et j'ai donc défini ici un
transfert de fichiers. Et dans ce transfert de fichiers, j'ai sélectionné différentes rubriques, mais par exemple, j'ai sélectionné le serveur, enfin client FileZilla FTP, et donc vous voyez que il a été découvert automatiquement en mode sécurité synchronisé, dans le mode de contrôle applicatif synchronisé, Synchronised Application Control. Et donc, dans ces conditions, j'ai défini différents objets. Donc, dans ma partie réseau, j'ai la capacité d'avoir, dans ma partie routage, pardon, j'ai la capacité de définir une certaine granularité. Pour la totalité du flux HTTP, HTTPS, j'ai une qualité, enfin, j'ai un vœu de routage spécifique. Remarquez qu'au niveau de la sélection de trafic, j'ai une capacité à sélectionner énormément d'informations qui peuvent aller et qui sont cumulatifs. Là, donc, l'interface réseau entrante, le marquage DSCP du paquet, par exemple, pour des flux donc, de VoIP, eh bien, normalement, ils doivent être marqués en Expedited Forwarding pour avoir la correspondance d'une classe de service. Vous êtes capable de prendre en considération ceci, le sous-réseau entrant, le réseau de destination, les différents services. L'objet applicatif, en l'occurrence ici, c'est ce que j'ai défini. Donc moi, c'était du HTTP, HTTPS. Et différents groupes utilisateurs, je définis ma passerelle principale, ma passerelle de secours, et j'ai la capacité de ne pas prendre en considération la surveillance d'une ressource surveillée en tant que passerelle. Pour mon flux donc, de VoIP, j'ai décidé, donc là, je peux définir des critères bien spécifiques, et là, j'ai utilisé mon objet applicatif. Remarquez que j'ai la possibilité de modifier cet objet directement à partir d'ici, et j'ai décidé de le router nativement, enfin principalement par mon second lien qui lui m'assure 1 giga et un meilleur temps de traversée puisque c'est extrêmement important et j'ai donc un lien spécifique pour ma téléphonie et tous mes vœux de conferencing et en cas de déficience de celui-ci, eh bien je sors par mon lien principal. Et mon flux de téléchargement, eh bien bon, c'est un exemple ici. Là, j'ai défini différents critères tels que mon objet applicatif pour certains groupes qui sont issus de mon Active Directory. Eh bien, je l'autorise pour la direction, la compatibilité, certaines assistantes, non, peut-être pas des assistantes. Donc, pour le commerce, les services généraux, j'ai oublié, et l'informatique. Il est plus pertinent que les gens puissent sortir et télécharger rapidement, plus que les gens du service généraux, à mon sens. Non, ce n'est pas, c'est juste une blague. Donc, on sort par le lien qui est à la gig et qui est le moins utilisé que pour ces groupes de personnes et cet objet applicatif. En revanche, je peux décider de ne pas le mettre en œuvre. Si nécessaire, j'ai la capacité de désactiver ces fonctionnalités. Pour finir, il nous reste à aborder donc les VPN basés sur le routage. Le VPN basé sur le routage permet de s'adapter dynamiquement et d'avoir un routage assez simple et il permet de s'adapter selon la topologie. Qu'est-ce que c'est que tout ceci? On a mis en œuvre donc une interface tunnel qui est vue, comme son nom l'indique, comme une interface logique. Et ça va nous permettre d'établir un tunnel entre deux sites, par exemple, chiffré en IKE V2, sans avoir à définir de phase 2 et de voir ça comme une interface. Et donc, ça permet différentes choses. Ici, le routage change. Votre routage par NextHop ne change pas puisque vous avez toujours le tunnel qui s'affecte, qui se modifie dynamiquement selon la topologie qui le porte. Alors voilà, on a défini, on se connecte sur un firewall et
on a défini dans la partie VPN une nouvelle liaison VPN. Je vais aller avancer un petit peu, hop, qui s'appelle Tunnel IPsec to Headquarter. Je la définis en tant qu'interface tunnel. Donc, ce tunnel sert d'interface connectée en IPsec IKE V2. Remarquez que là, je supporte les deux protocoles IPv4 et IPv6 en même temps. Si nécessaire, je peux dire je ne transporte que d'IPv4. Donc là, je suis client. Je définis ça grâce à un secret partagé. Je vais aller assez vite. Je définis ma complexité. Je choisis d'activer lors de l'enregistrement ma connexion. Hop là, je continue à taper ma clé partagée qui est suffisamment longue. Je vais définir des restrictions au niveau de l'adresse IP locale et de l'adresse IP de destination pour que les deux machines d'extrémité s'identifient. Et ceci se met à jour. Le tunnel s'active. C'était ce que j'avais marqué. J'avais coché l'option de l'activer. Donc, il est activé, la connexion s'est bien établie. Ça veut dire que mon routage s'est établi, que tout va bien dans mon paramétrage. De ce fait, dans la partie réseau, apparaît une nouvelle interface logique qui s'appuie sur ma connexion IPsec nommée tunnel IPsec to HQ. Donc, je vais donc l'appeler, lui donner un nom explicite, puisque mon collègue vous le présentera dans la version, donc dans sa présentation jeudi matin. C'est une des nouvelles fonctionnalités. On peut renommer les interfaces. Donc, le matériel, c'est XFRM1 et je l'appelle interface d'interconnexion. Remarquez que je fais de l'adressage en /31, ce qui veut donc dire que je n'ai pas d'adresse de réseau ni d'adresse de broadcast. J'ai donc mon tunnel, mon routage qui est établi. J'ai défini une passerelle de surveillance. Je décide de mettre en œuvre de l'OSPF. L'OSPF fonctionne en multicast. Or, par défaut, le multicast ne fonctionne pas sur une adresse, sur un tunnel IPsec. En revanche, là, dans ce cas-là, il fonctionne. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que si jamais je bascule ma connexion, que ma connexion entre mes deux sites change, eh bien, mes annonces de routage dynamique restent actives. C'est juste un exemple. Voilà, on a donc mis en œuvre, et je vous ai expliqué durant un petit peu plus d'une heure, donc toutes les technologies relatives au flux Xstream, comment configurer les règles de firewall, les nouvelles méthodes de configuration des règles de firewall, de translation d'adresses avec ce que l'on supporte, des flux d'analyse des flux chiffrés, comment mettre en œuvre des règles donc de routage SD-WAN au niveau applicatif par exemple, et puis comment prendre en considération et mettre en œuvre les nouvelles liaisons, les nouvelles interfaces basées sur des tunnels chiffrés en IKEv2. Eh bien, maintenant, j'ai terminé et je vous invite donc à suivre la partie 2 qui sera présentée par mon collègue jeudi matin à la même heure. N'hésitez pas à nous adresser vos questions. Donc, vos questions et nous y répondrons, comme je vous l'ai dit en préambule, par la suite, une fois que nous aurons compilé tout ça.